Voilà, donc comme je le disais précédemment, bienvenue donc à cette présentation sur RGPD, impact et guide pratique pour les sous-traitants. Ma collègue Céline Thévenet va venir vous faire la présentation et ensuite, dans un second temps, moi, je reprendrai la main pour voir un petit peu quelles sont les mises en conformité de Kiwi Backup par rapport à cette nouvelle réglementation et également discuter de la solution. Dans un premier temps, je vous propose de participer donc à un questionnaire, un petit sondage. Donc, vous allez pouvoir vous connecter sur menti.com, rentrer le code 243 773 et donc vous allez pouvoir directement voter en ligne. Donc voilà, ça nous permet d'avoir un petit retour sur vos différentes impressions et de pouvoir ainsi avoir une meilleure interactivité entre vous et nous. Ah, très bien. Donc on a déjà les premiers votes. Très bien, très bien. Merci. Voilà, donc comment estimez-vous l'état de mise en conformité de votre entreprise au RGPD? Voilà, donc ça nous permet quand même déjà voir. Donc pour le moment, vous visualisez, donc il n'y a pas encore beaucoup de personnes qui ont débuté la mise en conformité. 3 entreprises sont prêtes, seront prêtes, donc au 25 mai 2018. On va attendre quelques instants et donc ça va nous permettre de voir si les statistiques bougent. Donc aujourd'hui, donc on a 26 utilisateurs qui sont actuellement en ligne. Donc n'hésitez pas à, comme je le disais précédemment, si vous venez de nous rejoindre, à vous connecter sur menti.com, renseigner le code donc 243 773 et vous pourrez ainsi participer donc au sondage que nous avons mis justement pour savoir comment est-ce que vous estimez l'état de la mise en conformité de votre entreprise au RGPD. Voilà, donc on va regarder un petit peu comment se passent les derniers votes. Voilà. 19 personnes ont participé. N'hésitez pas à vous connecter pour qu'on puisse déjà avoir un petit aperçu. Donc je pense qu'il y a quand même une majorité de personnes effectivement qui n'ont pas encore commencé la mise en conformité et aujourd'hui ça va vous permettre vraiment de pouvoir avoir des informations supplémentaires et de clarifier sûrement un bon nombre de points. Voilà. Donc je vous propose de laisser la main donc, à ma collègue Céline Thévenet et je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure et puis merci à vous. Bonjour à tous. Merci pour votre présence. Alors, excusez-moi pour les chats dans la gorge, hein, c'est un peu de saison. J'espère qu'il n'y en aura pas trop. Donc, ce webinaire est consacré au RGPD et à la thématique de la sous-traitance. Moi, je ne suis pas juriste, hein, je ne vais pas vous faire un cours de droit. Ce que je vais par contre vous présenter sont vraiment des aspects tout à fait pratiques de la mise en œuvre du RGPD pour une entreprise qui effectue de la sous-traitance. Donc, à quoi est-ce qu'il faut être attentif d'ici le 25 mai. Alors, hop, je change. Voilà, donc au sommaire, un bref rappel de ce qu'est le RGPD. Ensuite, nous verrons sous quels critères vous pouvez être considéré comme étant sous-traitant au sens du RGPD. Ensuite, quelles sont les obligations du sous-traitant et comment se préparer au mieux. Ensuite, ma collègue Stéphanie reprendra la main pour vous faire un zoom sur Kiwi Backup. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que le RGPD? Donc, on entend beaucoup de choses, notamment le fait qu'il y aurait encore 2 ans pour se préparer, mais non, pas du tout. En fait, ce règlement a été voté donc en 2016 et avec effectivement 2 ans de mise en application, mais ces 2 ans se finissent là maintenant au 25 mai 2018.
Donc pourquoi est-ce qu'il a été mis en place, hein? Le règlement précédent date de 1995. Donc c'était la directive sur la protection des données qui avait donné lieu pour chacun des 28 pays membres à une loi différente. Donc beaucoup de difficultés d'adaptation, des difficultés pour les entreprises qui étaient transnationales, également des difficultés pour intégrer les nouveautés dues au cloud, aux réseaux sociaux et à toutes ces choses qui n'existaient pas ou très très peu en 95, d'où le RGPD donc, qui a été voté en 2016. Alors, en bref, le RGPD, donc c'est le Règlement général sur la protection des données. Son objectif principal, c'est de renforcer les droits des résidents européens sur leurs données. C'est-à-dire que, donc on va le voir dans la slide suivante, en fait, chaque citoyen européen peut avoir différents droits sur ces données, notamment le fait de pouvoir les supprimer, le droit à l'oubli, peut également demander à les transposer d'un prestataire à un autre s'il le souhaite. Donc renforcer le droit des résidents européens sur les données. Et deuxième nouveauté, c'est de responsabiliser l'ensemble des acteurs traitant ces données. Donc jusqu'à présent, le responsable du traitement était le seul en responsabilité de ce qui pouvait advenir aux données. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Avec le RGPD, on a cette notion de co-responsabilité qui intervient. Et donc sont concernées toutes les entreprises, soit qui sont établies dans l'Union européenne, soit qui traitent des informations concernant des résidents européens. Donc bien sûr, comme tout règlement, elle est assortie de sanctions, sanctions qui vont de 10 à 20 millions d'euros et de 2 à 4% du CA annuel en fonction de tout un tas de critères, hein, et de parties du règlement qui ne seraient pas respectées. Donc n'hésitez pas à poser des questions via le chat, hein. Stéphanie est là également pour y répondre, moi également. Ensuite, donc le RGPD vraiment est centré sur les données à caractère personnel. Donc qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Jusqu'à présent, par exemple, une donnée qui était personnelle mais à titre professionnel, donc des noms, prénoms de contacts professionnels dans le but de faire des emailing, par exemple, n'étaient pas considérés comme une donnée personnelle. Donc toute cette réglementation-là ne s'appliquait pas aux emailing professionnels comme on peut tous en faire très souvent. Là maintenant, ce sera le cas. Donc dès qu'on a un nom, prénom, même si il s'agit d'un mail d'entreprise, c'est considéré comme une donnée personnelle et donc toutes les réglementations autour du RGPD doivent être appliquées. Notamment, donc le consentement éclairé, ça veut dire que la personne de qui vous allez utiliser les informations va donc oui, il se passe des choses bizarres dans la présentation. Pardon. Donc la personne de qui vous allez utiliser les informations doit être bien pleinement consciente que vous allez les utiliser. Donc on va voir plus loin, c'est Stéphanie qui joue, c'est pas bien. Donc on va voir plus loin que faire avec vos emailing et tout le marketing, web marketing que vous pouvez utiliser quotidiennement. Vous avez également des droits d'accès, de correction qui sont demandés, voilà le fameux droit à l'oubli et la portabilité des données. Et ça, surtout ce panorama de données, donc que ce soit des données d'identité, de santé, de comportement, etc. Donc là, vous avez vraiment un panorama complet de tout ce qui peut être considéré comme une donnée de santé, donc qui devrait être traqué, entre guillemets, dans vos systèmes pour pouvoir ensuite en établir un registre et pouvoir vérifier que chacune de ces données est bien traitée en conformité avec le règlement. Alors, je vais passer à le son. Oui, on me dit qu'il y a des problèmes de son. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous m'entendez? Bon, je continue pour le moment. D'accord, un peu mieux. Bon, bah, j'espère que ça va aller. Ouais. Bon, j'espère que ça va continuer correctement.
Donc, le RGPD, lui, est basé sur 4 piliers, 4 règles de base qui sont, donc, premièrement, la transparence, c'est-à-dire que tout ce qui est fait aux données doit être su et doit être accessible pour les personnes qui sont propriétaires, enfin, dont on a les données. Donc tout cela implique, amène à un principe de confiance entre les personnes finales et les entreprises qui vont gérer ces données. Ensuite, un principe de responsabilité. Donc, comme je l'ai dit, il y a un principe maintenant de co-responsabilité, de responsabilité de toute la chaîne de traitement d'une donnée. Ensuite, des nouveaux droits pour les consommateurs, comme on vient de le voir. Et enfin, une notification obligatoire des violations de données si elles portent atteinte, si elles peuvent porter atteinte aux personnes de qui viennent ces données. Évidemment, si vous avez des bases de données avec des cartes bancaires, des numéros de téléphone, des emails, si votre base est piratée, vous avez une obligation de notifier cela dans les 72 heures. Donc, on a vu un petit peu les grandes règles de ce règlement. Est-ce que vous êtes sous-traitant au sens du RGPD? Donc, est-ce qu'il va vous concerner? Donc déjà, de quelle responsabilité on parle? Donc, jusqu'au 25 mai, donc jusqu'à la mise en application, tout ce qui concerne la loi informatique et liberté ne s'impose qu'au responsable du traitement, donc celui qui collecte l'information et qui va décider des traitements, des finalités, des moyens à mettre en œuvre par rapport à ces données. À partir du 25 mai, c'est toute la chaîne de sous-traitants qui sera impliquée dans le traitement des données personnelles et un sous-traitant pourra être attaqué tout aussi bien que le responsable de traitement en cas de fuite ou de mauvaise utilisation des données. Donc une nouvelle notion de co-responsabilité. Donc un sous-traitant au sens du RGPD donc est une entreprise qui fait de la prestation de services, les intégrateurs informatiques, tout ce qui est ESN, donc la nouvelle appellation des SS2I, entreprises de services dans le numérique, les agences de sécurité informatique et les agences marketing et communication. Ne sont pas concernés les éditeurs de logiciels et les fabricants de matériel, dans le sens où ils proposent des outils qui sont utilisés par d'autres, qui sont eux les responsables du traitement ou les sous-traitants. Mais en aucun cas, un éditeur de logiciel ou un fabricant ne pourrait être considéré comme un sous-traitant. Donc, à cette population de sous-traitants, qu'est-ce qui va s'appliquer? Donc, la différence entre sous-traitant et responsable de traitement peut être parfois assez floue. Il y a 2 cas de figure dans lesquels il n'y a pas de flou. C'est pour tout ce qui est traitement interne, c'est-à-dire que pour vos fichiers de gestion du personnel, vos fichiers marketing, votre CRM, etc., de fait, vous êtes responsable du traitement. Ensuite, vous êtes sous-traitant, vous pouvez devenir responsable du traitement si c'est vous qui définissez la finalité et les moyens concernant les données. Alors, il y a une question, 2 questions. Alors, l'éditeur a-t-il l'obligation de fournir un état des traitements qu'il produit? Alors, l'éditeur doit conseiller, il doit donner effectivement toutes les informations à la personne qui va acheter son logiciel ou qui va le louer en SaaS pour que cette personne-là puisse notifier dans son registre des traitements exactement ce qui se passe avec les données. Effectivement, si vous achetez un logiciel et que vous l'installez chez vous, vous êtes responsable de l'hébergement et de tout ce qui va se passer. Là, l'éditeur est complètement en dehors de l'affaire. Maintenant, si c'est un éditeur qui propose quelque chose en SaaS, là, la situation est différente puisque c'est lui qui va définir quels sont les traitements, où va se faire l'hébergement, etc. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, il est intégré à la réglementation. Ensuite, les agences web qui créent des sites commercialisés sont-ils considérés comme agences de com ou éditeurs de logiciels?
Alors, si vous faites des sites e-commerce et que vous les livrez clé en main à un client qui va, lui, l'héberger et faire tout, voilà, qui va gérer complètement la partie données, là, vous n'êtes pas un sous-traitant. En termes d'agence marketing et agence com, on parle plutôt d'agences qui vont récupérer des données et envoyer des emailing au nom de leurs clients. Voilà, il faut vraiment que l'agence ait à un moment donné ces données en sa possession et qu'elle fasse un traitement dessus. Bien sûr, le fait de livrer un site internet n'est pas considéré comme sous-traitant. Maintenant, si c'est vous qui gérez, si c'est vous en tant que prestataire qui a fait un site web, qui gérez les flux de commentaires, les flux de formulaires de contact ou les envois de newsletters, là, oui, vous êtes sous-traitant. Alors, j'espère que j'ai répondu aux questions. Merci. Oui, donc là, je disais en termes de... Oui, bien sûr, on mettra à disposition le PDF à la fin de la présentation et également une infographie qu'on a réalisée sur le sujet qui peut être plus synthétique pour tout comprendre. Alors, l'hébergement de mail est-il considéré comme sous-traitant? Alors là, oui. Oui, pour moi, l'hébergement de mail est considéré comme sous-traitant, c'est-à-dire que vous, ce n'est pas vous qui décidez des moyens et de la finalité de ce qui va être fait aux données. Hein. Vous ne décidez pas quand ces mails vont être utilisés et pourquoi, mais vous êtes quand même dans la boucle et si vous pouvez être piraté ou s'il peut se passer quelque chose sur ces mails, pas de votre fait, mais du fait d'une faiblesse de votre infrastructure ou qui peut être de votre responsabilité, là, oui, vous pouvez être considéré comme un sous-traitant. Donc, je continue. Donc, l'importance de ce... Il y a beaucoup de questions, je ne vais pas y arriver. Je continue de répondre aux questions. Donc, les données de facturation sont-elles concernées? Alors, les données de facturation, oui, vous avez des noms, prénoms de contacts. Donc oui, les données de facturation doivent être enregistrées dans le registre de traitement. Donc on verra plus tard dans quelles circonstances on fait un registre de traitement. Mais ces informations... alors, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Oui, donc les données de facturation sont un traitement. Donc à partir du moment où il y a des noms, prénoms dedans, il faut effectivement les répertorier et vérifier qu'aucune faille ne peut les impacter. Sur Office 365, Microsoft est-il un sous-traitant? À partir du moment où les choses sont dans le cloud, la personne qui va héberger les données rentre dans la boucle, effectivement, et comme ce sont des données de résidents européens, je dirais que oui, Microsoft, dans ce cas-là, va être considéré comme un sous-traitant. Alors, la faiblesse des logiciels est plus grave que l'hébergement. Oui, après, là, il peut y avoir différentes failles. Hein. Une faiblesse de logiciel, ça peut être tout simplement d'avoir des mots de passe qui soient complètement, très faciles à trouver, ou alors dans une entreprise, le fait que chacun ait le même mot de passe, voilà, ce genre de choses. Vous avez également des logiciels d'envoi d'emailing qui ne répondent pas à la réglementation, donc l'importance de bien choisir ces outils. Alors si l'hébergement des mails se trouve chez le client. Alors si l'hébergement des mails se trouve chez le client, là c'est le client qui est responsable de ce qui fait des données, c'est-à-dire que les données ne vont pas transiter par quelqu'un d'autre. L'éditeur n'est pas responsable dans le sens, voilà, dans le sens où il vend un logiciel. Si vous achetez un logiciel à la FNAC ou vous l'installez, là, l'éditeur n'est pas responsable de ce que vous allez mettre dedans ni de ce que vous allez faire des données. Si vous avez un logiciel cloud que vous utilisez via le net, là, c'est différent. Là, c'est différent parce que
un tiers, donc l'éditeur de ce logiciel, là a une situation de sous-traitance. Il n'est pas considéré dans ce cas-là pour cette activité-là comme un éditeur, mais comme un sous-traitant qui va traiter vos données. Donc là, vous avez Sébastien Heitzmann, donc notre gérant et directeur technique, qui répond en même temps aux questions. Et donc oui, effectivement, le responsable de la sécurité, donc c'est l'importance, comme je disais tout à l'heure, du choix du logiciel et des modules, des plugins utilisés, etc. Donc le responsable de la sécurité d'une entreprise doit s'assurer que les logiciels utilisés correspondent bien à la réglementation RGPD. Donc, je vais essayer d'avancer un petit peu. Donc on disait sous-traitant ou responsable de traitement. Donc là, la vigilance à avoir, c'est de ne pas se retrouver dans une situation où on est responsable de traitement de fait, c'est-à-dire où on détermine la finalité et les moyens mis en œuvre en lieu et place du client. Donc, on a quelques cas voilà, où que faire si la frontière est mince entre sous-traitant et responsable de traitement. Si c'est le cas, un faisceau d'indices va être étudié notamment par la CNIL. C'est par exemple le niveau d'autonomie du prestataire. Est-ce qu'il peut présenter des mails, des directives écrites du client pour avoir fait telle ou telle modification? Est-ce que le client valide, teste, surveille ce qui se passe, ce que réalise le prestataire? Est-ce que le prestataire est très, très expert dans le domaine et donc peut parfois s'affranchir de directives écrites du client? Et est-ce que le prestataire est connu des utilisateurs finaux? Donc voilà, c'est tout un faisceau d'indices qui peut être utilisé pour définir si vous intervenez dans un traitement en tant que responsable ou que sous-traitant. Donc, les obligations maintenant du sous-traitant. Alors là, vous avez le texte, donc je vais pas vous le lire, mais je vais plutôt l'expliquer dans les slides suivants. Vous avez voilà, une première obligation qui est l'obligation de transparence et de traçabilité. Donc cela nécessite différents éléments, notamment la mise en place de contrats qui précisent les obligations de chaque partie. Donc là, pareil, on verra des exemples plus loin. D'avoir des instructions écrites pour tout traitement sur les données. Donc là, on oublie les coups de téléphone. Voilà, il vaut mieux avoir un mail et surtout pour tout ce qui est de la mise à jour de données, notamment pour les données médicales. Évidemment, tout doit être documenté et aucune instruction en dehors d'instructions écrites ne doit être prise en compte. Ensuite, il y a une obligation pour un sous-traitant d'avoir une autorisation écrite du responsable du traitement s'il veut faire appel à un sous-traitant de deuxième niveau. Il y a une obligation de réaliser de la documentation à des fins d'audit, pour montrer que vous respectez les obligations du RGPD. Et ensuite, la mise en place d'un registre qui recense les clients et décrit les traitements effectués. Donc voilà pour la première obligation. Ensuite, la deuxième, c'est le respect des deux règles Privacy by Design et Privacy by Default. Donc la première fait état d'avoir une protection des données intégrée dès la conception. C'est-à-dire que si vous proposez un outil en tant que sous-traitant, tout ce qui est protection des données devra avoir été pensé dès la conception du logiciel. Et ensuite, donc Privacy by Default, ça veut dire que on s'attend à ce que le plus haut niveau de protection des données soit garanti par défaut. Donc, que le logiciel soit prévu pour ça, donc durée de conservation, accès aux données, finalité, etc. Donc tous ces aspects-là doivent avoir été étudiés. Alors, de nouveau, des problèmes de son. Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô? C'est bon? D'accord, ça a l'air d'être revenu.
Alors, pour l'obligation, donc cette deuxième obligation, quelques exemples, ça va être par exemple de ne pas rendre obligatoire des champs qui ne seraient pas utiles au traitement. C'est-à-dire de se poser la question de la nécessité de récolter des noms-prénoms si un pseudo peut tout à fait faire l'affaire dans le cadre de votre traitement. Ça peut être également de purger automatiquement les données au bout d'une certaine durée. Ça peut être de gérer des habilitations et des droits d'accès donnée par donnée ou sur demande. On a des exemples de mise en œuvre de la deuxième obligation. Troisième obligation, c'est garantir la sécurité des données traitées, donc qui peut se décliner sous quatre obligations. Donc la première, obligation de confidentialité pour les salariés. Normalement, ce sont des éléments qui sont dans les contrats de travail. Notification de toute violation des données. Un niveau de sécurité adapté au risque. Donc là, il y a toute une analyse de risque qui doit être faite pour chaque type de données. J'en parlerai tout à l'heure. Et la suppression des données en fin de traitement. Donc là, suppression des données, y compris des sauvegardes, y compris tout ce qui peut subsister de ces données doit pouvoir être supprimé à la demande des personnes qui proviennent de ces données. Alors, où peut-on trouver des infos sur les durées d'archivage? Les durées d'archivage légales. Alors ça, c'est pas ma spécialité. Donc, on va noter la question et puis je reviendrai vers vous plus tard parce que les durées d'archivage légales, je sais qu'il y en a de différentes, notamment dans le médical. On doit garder les choses sur 10 ans. Il y a également de l'archivage légal obligatoire pour tout un tas de données pénales. Mais je préfère revenir avec vous avec des données sûres. Et l'obligation numéro 4 du sous-traitant, donc c'est assistance, alerte et conseil. Et en tout premier lieu, d'informer immédiatement le client si ces instructions, donc si les instructions du client constituent en elles-mêmes une violation des règles. Donc c'est au sous-traitant de mettre le holà et d'expliquer en quoi les instructions du client ne peuvent pas être mises en œuvre. Par exemple, de prendre n'importe quelle base d'emailing et d'envoyer un mail massif à tous ses prospects sans que ceux-ci aient validé le fait qu'ils voulaient bien recevoir des informations. Ensuite, une aide apportée au client lorsqu'une personne exerce ses droits. Donc le sous-traitant doit pouvoir aider son client pour toute question relative justement à la portabilité des données, aux rectifications, à la suppression des données. Et enfin, une aide et un conseil apportés au client pour garantir le respect des obligations. Donc là, c'est pour aider le client lui-même à respecter les obligations du RGPD, donc à répondre aux questions concernant la mise en place d'un registre de traitement, à notifier les violations de données et à l'aider à réaliser les analyses d'impact. Donc voilà la quatrième obligation d'un sous-traitant. Alors, comment se préparer? Donc, de façon très pragmatique, on entend beaucoup parler donc de DPO, donc qui est la personne en charge de l'application du RGPD au sein d'une entreprise. Donc, elle n'est pas obligatoire dans tous les cas. Néanmoins, elle est obligatoire si vous êtes une autorité ou un organisme public, si vous traitez des données dites sensibles, donc pénales ou de santé, et si vous effectuez des traitements à grande échelle sur des données personnelles. Néanmoins, si on regarde le site de la CNIL, il préconise fortement d'avoir un DPO dans tous les cas pour avoir une personne qui soit responsable du sujet, qui l'empoigne et qui fasse au sein de l'entreprise l'évangélisation nécessaire pour éviter les mauvaises pratiques et qui pilote la mise en conformité. Donc moi, ce que je conseille, même si vous ne rentrez pas dans ces 3 cas de figure-là, c'est de quand même nommer un DPO pour votre entreprise.
Donc ses missions à lui, c'est avant tout d'informer et conseiller le responsable de traitement et de contrôler le respect du RGPD, bien sûr coopérer avec la CNIL en cas d'audit, et en aucun cas, en revanche, il doit déterminer les finalités et les moyens de traitement des données, puisque cela, ça revient de plein droit au responsable de traitement. Donc là, les missions du DPO, c'est avant tout de conseiller, d'aider à réaliser les registres de traitement, d'alerter le service juridique pour la refonte des contrats, par exemple, d'alerter le service marketing sur l'utilisation des emails, de synthétiser tout ça et de pouvoir avoir toute la documentation nécessaire en cas de contrôle par la CNIL. Alors, question, peut-on être sous-traitant et DPO en même temps pour un petit client qui souhaite nous le sous-traiter faute de moyens? Alors, si vous êtes le sous-traitant et que pour ce même, la mission de DPO inclut les traitements dont vous êtes sous-traitant, là, clairement, non. En fait, le DPO ne doit pas être partie prenante, il ne doit pas être jugé partie, c'est-à-dire qu'il ne doit pas pouvoir influer sur la finalité, les moyens du traitement. En revanche, ça pourrait être au sein d'une entreprise de sous-traitance, une personne qui n'a pas accès aux informations, et qui peut faire office de DPO. Moi-même, j'ai été nommée DPO de Kiwi Backup, donc je m'occupe du marketing et de la communication. Je ne gère absolument pas, je n'ai aucun moyen d'avoir un quelconque levier sur la gestion des données de la société. Voilà, donc en ce qui concerne notre partie sous-traitance. Bien sûr, j'agis pour tout ce qui concerne le marketing, donc les bases d'email et autres. Donc là, effectivement, c'est un peu borderline, mais comme vous le dites, dans les petites sociétés, parfois on n'a pas vraiment le choix. Donc pour un petit client qui souhaite le sous-traiter, il vaut mieux le sous-traiter à un organisme qui est en dehors de vos traitements. Alors, vous a-t-on donné les moyens financiers et humains pour traiter le problème? Je les ai pris, hein, les moyens financiers et humains. Je me suis j'ai empoigné le sujet, j'ai passé beaucoup de temps à analyser les textes, à regarder ce qu'on devait effectivement faire. Donc oui, dans ce sens-là, on m'a donné les moyens. Donc les TPE ne peuvent pas embaucher un DPO, effectivement. Donc on a beaucoup de personnes qui sont sur le marché et qui se proposent de faire DPO externalisés. Donc, voilà, après, à chacun de se faire son opinion. Je pense que comme dans tous les domaines, il y a des effets d'aubaine et qu'il faut faire attention à qui on choisit. On peut également se faire aider d'un cabinet d'avocats, hein, comme c'est le cas pour nous. Hein, c'est quand même des textes très compliqués. Donc on a fait appel à un cabinet d'avocats qui a d'ailleurs relu cette présentation pour être sûr qu'on était bien dans les clous. La sous-traitance est quasi obligée. Oui, de fait, oui, la sous-traitance du rôle de DPO, effectivement. Puisqu'un chef d'entreprise, s'il est en entreprise unipersonnelle, il ne va pas pouvoir être DPO en même temps que chef d'entreprise. Effectivement. Donc, nommer un DPO ou choisir un DPO externalisé. Deuxième élément, c'est les contrats. Donc là, les textes conseillent fortement d'analyser et réviser tous les contrats qui vous lient aux responsables des traitements que vous effectuez, afin de vérifier s'ils définissent un ensemble d'informations. Et si ce n'est pas le cas, il faut faire des avenants ou réécrire carrément les contrats. Nous avons refondu complètement les contrats nos conditions générales de vente, pardon, ouais, j'ai demandé. Donc nos conditions générales de vente avec un cabinet d'avocats pour être sûr qu'elles répondent bien à la réglementation.
Donc, vous avez des exemples de clauses. Là, c'est un lien, je vais pas y aller, mais un lien qui emmène directement vers le site de la CNIL qui donne des exemples de clauses. Là, j'en ai mis certaines, hein, donc qui peuvent être à intégrer selon, évidemment, les contrats de sous-traitance que vous avez, hein, mais redéfinir l'objet, redéfinir les durées, définir dans ces contrats qui est le DPO, par exemple, hein. Et donc, comme je le disais à l'instant, donc si vous cliquez là sur exemple de clause, vous allez voir toutes les clauses recommandées par la CNIL. Ensuite, troisième chose, élaborer un registre des traitements. Donc, le registre des traitements, donc là, je vous ai mis un petit extrait du registre tel qu'il est suggéré par la CNIL. Donc, il y a toute une partie qui concerne l'identification du traitement, où on va lister tous les traitements qu'on effectue, pour qui, depuis quand, quel est le responsable du traitement, à quoi sert-il, est-ce que les données partent en dehors de l'Union européenne, est-ce que ce sont des données sensibles, oui ou non. Et ensuite, vous avez un deuxième onglet dans ce fichier Excel, que j'ai mis en lien, je crois, dans la diapo suivante, sinon je vous l'enverrai. Donc, un deuxième onglet qui sert à décrire traitement par traitement tout ce qui a été repéré comme faille potentielle, comme risque potentiel, et tout ce qui va être entrepris pour améliorer la situation. Donc là, la CNIL a fait beaucoup d'outils justement pour se mettre en conformité, et a notamment mis en ligne un outil qui s'appelle PIA, donc qui permet de définir son plan d'action de mise en conformité. Donc, je vous encourage à aller le voir. Donc là, vous avez un lien pour le télécharger. En fait, il va vous permettre d'évaluer les risques, puisqu'il présente toute une liste de risques potentiels par type de traitement. Donc, ça peut donner des idées sur, oui, effectivement, mon traitement Intel, je ne surveille pas qui y a accès, et notamment peut-être des anciens prestataires ou des anciens collaborateurs. Personne ne va jamais supprimer d'anciens comptes d'accès à tel outil. Donc, c'est un risque. Et ensuite, mesure mise en place, c'est toute une procédure de suppression de ces comptes en cas de départ d'un collaborateur. Donc ça, c'est un exemple. Mais donc, dans cet outil PIA de la CNIL, vous avez tout un panorama des risques potentiels qui aident énormément à faire le plan d'action de mise en conformité. Alors, le sous-traitant ne détermine pas la finalité du traitement. Qui doit le définir dans le registre? Alors, là, en fait, il y a deux cas de figure. Soit vous agissez pour vos données propres, donc là, c'est vous qui définissez la finalité du traitement. Là, par exemple, pour Kiwi Backup, j'ai fait deux parties dans le registre. Une partie sur les données qu'on gère en interne, c'est-à-dire la liste du personnel, qui est sous-traité à un cabinet d'experts comptables, donc qui lui aussi devra me donner des informations sur qui est leur DPO, etc. Et également les données marketing. Ensuite, il y a tout un deuxième volet qui concerne le traitement principal, donc le backup, c'est la sauvegarde. Donc là, il ne s'agit pas de faire la liste de tous les clients, mais de définir ce traitement-là que je propose à X clients, quels sont les risques que j'ai repérés dans la mise en œuvre de ce traitement qui est proposé au client, et qu'est-ce que je fais pour éliminer ces risques. Ça va être, par exemple, même si c'est trivial, mais de crypter les données qui sont stockées ou dans le cas des données de santé, avoir une double authentification obligatoire en cas de restauration. Donc voilà, là c'est plus dans le sens où on sécurise le traitement, et c'est au responsable du traitement d'avoir une ligne, lui, dans son registre de traitement pour dire effectivement, ces données-là, je les fais sauvegarder ou je les fais archiver ou n'importe quoi. Et donc l'entreprise responsable de ce traitement est telle entreprise avec tel DPO, et voici les garanties qu'elle m'a fournies. Alors, est-ce qu'un rapport listing des interventions clients peut faire office de registre? Donc, à partir du moment où vous avez effectivement un... Après, ça dépend. Si ce rapport listing, c'est une liste dans Excel, je dirais que non.
Si ce sont des mails qui sont archivés avec les demandes express écrites des clients, ou alors des tickets, un outil de ticketing, là, oui, bien sûr. Voilà, rapport d'intervention archivé, là, effectivement, du moment que vous pouvez retrouver l'information, il n'y a aucun souci. Alors, vous avez 500 clients. Alors, il faut que vos 500 clients mettent bien dans le registre de traitement que vous effectuez un traitement pour eux, avec toutes les informations nécessaires, mais vous n'avez pas obligation de lister tous les clients. En fait, ce qu'il faut faire, c'est pour ces 500 clients, lister les traitements que vous effectuez en leur compte, hein, ça peut être un seul, ça peut être plusieurs, et pour chacun de ces traitements, lister les risques et le plan d'action de mise en conformité si nécessaire. Parce que les clients, bon, ça change tous les jours, donc voilà, à un instant T, en fait, ce qu'il faut prévoir plutôt, c'est une procédure pour informer vos nouveaux clients du fait qu'ils ont maintenant l'obligation de mettre dans le registre de traitement ce nouveau traitement qu'ils vous ont sous-traité avec telle et telle information. Alors, est-il possible de faire... Alors, ça bouge, je n'arrive plus à lire la question. Alors, dans le cadre du RGPD, est-il possible de faire signer un document acceptant les interventions demandées par téléphone, sans qu'il y ait d'écrit avec un récapitulatif d'intervention? Écoutez, ça, je préfère pas vous dire de bêtises. Je pense qu'il faudrait vérifier avec un juriste. Comme ça, je dirais non, parce qu'après, on peut mettre... je dirais non, sauf si vous faites ensuite valider un récapitulatif d'intervention. Là, pourquoi pas, mais à faire valider par un juriste. Hein. Si mensuellement, vous envoyez un récapitulatif d'intervention et que votre client vous le signe, pourquoi pas. Mais à faire valider. Voilà, je ne préfère pas vous dire de bêtises. Si on réalise du développement spécifique pour chacun de nos clients, on va passer plus de temps. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Après, il faut voir en quoi ces développements spécifiques agissent sur des données personnelles, hein, bien sûr. Si vous faites du développement spécifique de logiciels, tout n'impacte pas les données personnelles et dans ce cas-là, ça n'a pas lieu d'être. Mais si effectivement vous développez du spécifique concernant des données personnelles pour chacun de vos clients, je dirais que le minimum à faire, c'est de leur envoyer un courrier dans lequel vous précisez qui chez vous est DPO et vous précisez quels sont les risques potentiels et ce que vous avez fait pour pallier à ça. Alors, là, c'est surtout pour les cas d'urgence. Alors, comme je n'ai pas suivi le début, qu'est-ce qui est surtout pour les cas d'urgence? Ah, le fait d'avoir demandé, oui, effectivement, si vous devez intervenir en urgence, évidemment, dans les cas des cryptovirus, voilà, il ne faut pas attendre. Donc là, effectivement, vous pouvez tout à fait, par un coup de téléphone, agir. Mais il ne faut pas oublier par la suite de régulariser la situation et voilà, ou demander à votre client de vous envoyer un mail de confirmation comme quoi il veut bien que vous effectuiez tel ou tel traitement. Donc Sébastien dit voilà, c'est mieux que de ne rien faire, c'est sûr. Alors, existe-t-il une étude de l'impact financier sur les entreprises à la mise en place du RGPD? Alors ça, peut-être, mais je n'en ai pas connaissance. Donc, je vais regarder et puis je vous enverrai. Mais effectivement, on peut y passer beaucoup de temps. C'est sûr. Là, je vous ai mis juste un petit récapitulatif de la méthode PIA, donc Privacy Impact Assessment, qui a été mise en place par la CNIL. Donc ça, vous pouvez le mettre en poster au-dessus de votre bureau. Donc c'est tout ce que préconise la CNIL pour se mettre en conformité. Je vais aller un peu plus vite parce que le temps passe vite. Sous-traitant de deuxième niveau, donc là oui, vous pouvez faire appel à un sous-traitant de deuxième niveau, mais dans ce cas-là, vous devez avoir une autorisation écrite obligatoirement, donc soit spécifique pour un sous-traitant particulier, soit générale pour l'ensemble de sous-traitants que vous pourriez vouloir prendre pour tel traitement.
Les obligations, bien sûr, sont héritées par le nouveau sous-traitant, hein, dans toute la chaîne. Mais néanmoins, la responsabilité finale incombe au premier sous-traitant, quoi qu'il arrive. Donc là, bien faire attention dans son choix des sous-traitants de deuxième rang. Donc en synthèse, nommer un DPO, mettre en place un registre des traitements, un pour les traitements effectués pour vos clients et un pour vos propres traitements, mettre en place le plan d'action de mise en conformité, notamment pour éviter toute violation des données, et puis documenter toutes les actions entreprises pour répondre au règlement. Donc ça, c'est surtout dans les cas d'audit, hein, pour pouvoir montrer que vous avez pris en main le sujet et que vous avez analysé les risques, mis en place des plans d'action et que ceux-ci sont suivis. Ensuite, vérifiez vos contrats et faites-les évoluer. Avec l'aide d'un juriste, c'est préférable. Il faut mettre en place des procédures de communication avec les donneurs d'ordre, donc comme on vient de dire, des instructions écrites ou alors rétroactivement au pire, et revalider toutes les bases de données marketing, hein, auprès des personnes concernées. Donc si par exemple vous utilisez des bases de données pour envoyer des emails à des prospects depuis des années, et bien là vous allez devoir faire revalider à l'ensemble de votre base de prospects le fait qu'ils sont toujours d'accord pour recevoir des emails de votre part. Donc ça peut être fait de façon très simple, hein, avec une page sur votre site web, un formulaire dans lequel la personne va inscrire son email, dire qu'elle accepte de recevoir telle information de votre part. Et voilà, donc ça vous permet de gérer des blacklists, hein, et de faire un peu le tri dans vos contacts. Voilà, là vous avez toutes les sources que j'ai pu utiliser. Voilà, donc est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Alors. Donc, comment se protéger tant que le sous-traitant par rapport au client final, celui-ci ne veut rien faire? Donc, si celui-ci ne veut rien faire, en fait, ce que vous avez, c'est un devoir de conseil. Hein, vous n'avez pas l'obligation de faire en lieu et place du responsable de traitement. Donc, vous, au minimum, ce qu'il faut faire, c'est envoyer un courrier à chacun de vos clients en lui rappelant que ce règlement va être mis en place et applicable là au 25 mai, que pour lui, vous gérez telle et telle donnée, que vous avez fait telle et telle chose pour être en conformité avec le règlement. Ça peut être déjà fait, hein, vous pouvez déjà être en conformité, c'est-à-dire que vous avez déjà analysé les risques et mis en place des plans d'action bien avant la venue du RGPD. Vous pouvez également lui donner le nom du DPO chez vous et lui dire d'enregistrer ce traitement dans son registre de traitement, et que dorénavant, pour tout échange et pour être en conformité, il faudra que cette personne vous fasse des demandes écrites pour toute modification liée aux données personnelles. Voilà, après, je vous encourage à revoir peut-être les contrats, hein, qui vous lient à ces clients pour voir si tout est d'équerre dedans pour vous protéger justement de tout ce qui peut arriver. Alors, est-ce que la sauvegarde externalisée est considérée comme un traitement de données? Oui, tout à fait. Donc, nous avons envoyé un courrier, c'était en décembre, pour tous les clients, justement pour les prévenir, pour leur signaler qu'on sous-traitait pour eux un traitement qui rentrait dans le cadre du RGPD, et qu'ils avaient à l'inscrire dans leur registre et à le traiter. Donc on donnait également les éléments qu'on avait déjà mis en œuvre pour respecter la réglementation. Donc oui, tout à fait, la sauvegarde externalisée est considérée comme un traitement de données à partir du moment, évidemment, où ce sont des données personnelles. Hein. Si vous externalisez des nomenclatures de pièces automobiles, ça rentre pas dans le cadre. Hein. Et je crois qu'il y avait une réponse, donc kiwi en marque blanche, nous allons devoir demander une autorisation à nos clients directs. En fait, la marque blanche, voilà, de fait, par le principe de transparence, devient plus ou moins caduque, c'est-à-dire que le client doit savoir que derrière la solution que vous proposez, il y a une entreprise qui s'appelle Kiwi Backup et qu'elle héberge les données à tel endroit, qu'elle respecte tel et tel principe, etc. Donc pour tous les clients Kiwi, donc vous allez recevoir très prochainement les nouvelles conditions générales de vente, justement pour les valider et nous les renvoyer.
Voilà, donc s'il n'y a plus de questions, je vais passer la parole à ma collègue Stéphanie. Donc là, on est déjà en limite de temps, donc on va faire court. Merci beaucoup pour votre attention et toutes vos questions. Et à bientôt, et n'hésitez pas donc à nous recontacter si besoin. Merci. Merci Céline. Donc, sujet très vaste et très, très délicat. Donc, je reprends la main effectivement pour parler un petit peu plus de Kiwi et donc de la sauvegarde de données. Alors, j'ai juste vu entre-temps, quand il y a eu la passation de casque, une question, savoir si on est agréé hébergeur de données de santé. Alors, donc non, Kiwi Backup, nous, on est éditeur de la solution de sauvegarde. On a en sous-traitance l'hébergement des données, mais par contre, l'hébergement pur des données se fait chez OVH. Voilà, qui est notre partenaire historique, hein. Donc tout aussi bien pour les données classiques sur notre plateforme, donc avec les serveurs sont situés sur Roubaix, Gravelines et sur Strasbourg, que pour les données de santé, où les données là sont sur la plateforme OVH Healthcare qui se trouve à Strasbourg. Donc nous, on n'est pas agréé données de santé, mais par contre, effectivement, OVH a bien l'agrément nécessaire. Voilà. Donc je vous propose de passer donc à la partie, donc, le zoom sur Kiwi. Alors, déjà, dans un premier temps, voir quels sont les points de conformité donc, de Kiwi vis-à-vis du RGPD. Donc, déjà, comme Céline vous l'a dit précédemment, donc, on a fait une refonte complète des conditions générales de vente, donc les conditions générales de vente qui vous seront transmises et que vous voudrez bien nous retourner valider pour confirmation. Ensuite, bien sûr, on a au sein de Kiwi Backup une obligation de confidentialité. Par rapport à ça, on va dire qu'il n'y a pas de changement dans la mesure où l'obligation de confidentialité, bien entendu, elle est là depuis le début. Voilà, c'est évident. Le chiffrement des données lors du transfert et du stockage, à présent. Donc l'hébergement des données chez OVH, donc tout aussi bien pour les données classiques que pour les données de santé. Les restaurations de données de santé donc, sont sécurisées par une double authentification. Un historique long, et également au niveau de traçabilité, la réception des notifications par mail, donc les réussites de sauvegarde, les échecs de sauvegarde, les synthèses également par contrat ou par espace. Ensuite, la possibilité d'avoir, notamment sur l'interface d'administration, les logs par machine qui sont disponibles pour voir justement quand la sauvegarde a commencé, s'il y a eu des problèmes de connexion, identifier différents éléments qui se sont passés au cours de la sauvegarde. Et ensuite, un autre élément important, donc nous, on n'a pas de portabilité, mais on conserve donc les données 3 mois, donc ça correspond aux 90 jours, qui permettent en fait de reconstruire l'historique. Donc si par exemple un client souhaite arrêter la solution, il a la possibilité de faire une restauration complète de ces données et ensuite de pouvoir les réintégrer dans son nouveau service, dans sa nouvelle prestation. À l'issue de ces 3 mois, bien entendu, comme aujourd'hui, par rapport à ça, il n'y a pas non plus de grands changements. Les données sont bien sûr supprimées de l'ensemble de notre plateforme. Voilà. Donc là, vous avez également sur la partie droite de l'écran, une petite copie d'écran d'un document qui a été le guide de sécurité personnelle, qui a été édité donc, par la CNIL. Vous trouverez donc en bas le lien et notamment justement, en fait, ce sont 15 fiches qui synthétisent un petit peu différents éléments, donc bien sûr un certain nombre d'éléments qui ont été repris par Céline dans cette présentation. Voilà. Est-ce que par rapport à ces éléments-là, vous auriez des questions, vous souhaiteriez des précisions? On pourra y revenir au fur et à mesure, hein, il n'y a aucun problème. Donc aujourd'hui, donc, je vais également vous en profiter pour proposer et faire en parallèle donc, la présentation notamment de l'interface. Donc ça, c'est la nouvelle interface. Là, c'est sur la plateforme santé, parce que vous voyez bien qu'il y a le logo ici Kiwi Santé. Donc l'interface utilisateur qui permet donc de faire le paramétrage de la sauvegarde. Et c'est également à cet endroit-là donc qu'on a la possibilité aussi, ça peut servir pour la partie établissement du registre, hein, qu'on identifie et notamment les différentes bases de données, les différents éléments qui sont importants pour la société. Voilà. Donc généralement, les éléments qui sont pris donc, sont les informations critiques qui sont sauvegardées. Donc en majorité, ce sont des éléments qui doivent souvent figurer dans le fameux registre des données.
Donc l'interface utilisateur, là on a une partie restauration. Donc bien sûr, on a ici tout l'arbre de restauration avec les 90 jours d'historique. Et donc, grâce à la double authentification, la possibilité donc, de sécuriser les restaurations. Donc, pour revenir un petit peu sur ce que Céline a dit précédemment, concernant donc, les utilisateurs de solutions Kiwi, n'hésitez pas, enfin même c'est très conseillé, de demander à vos clients de vous faire des demandes écrites lorsqu'ils souhaitent faire des restaurations de données. Et puis bien sûr, pour le domaine de la santé, c'est encore plus sécurisé et plus sensible. Alors, je vois qu'il y a une question. À quoi ressemble un agrément RGPD que l'on peut vous demander? Un agrément RGPD. Alors là, je vous avouerai que... Donc nous, par rapport à OVH, par rapport à Kiwi, donc bien sûr, on a un contrat, on a mis en place un contrat ensemble. On a signé, donc on a rempli un formulaire d'adéquation par rapport à tout ce qui est hébergement, notamment de données de santé, voir si on était bien conforme. Et en parallèle, on a un mémorandum que l'on peut vous transmettre d'ailleurs, qui détaille vraiment l'ensemble des règles qu'il faut respecter et que OVH a mis en place également. Donc, je ne sais pas si c'est ça que... concernant le certificat SSL. Là, je vous avouerai que je ne peux pas vous répondre. Il faudra que je regarde, je me renseigne, parce que là, je vous avouerai que je ne peux pas répondre à votre question, je ne vois pas. Ah. Donc, je propose de poursuivre. Oui, tout à fait, oui. Un petit Daubès, vous aurez la possibilité de voir, donc bien sûr en replay, cette présentation, et vous aurez la possibilité de télécharger également la présentation. Voilà. Alors ensuite, la connexion, donc l'interface d'administration, qui est donc pour nos partenaires qui commercialisent la solution, qui administrent les sauvegardes. Donc l'interface d'administration est bien sûr sécurisée par un ID et un mot de passe. Et tel que l'a indiqué Céline tout à l'heure, il est fortement conseillé lorsque vous avez un de vos salariés ou un collaborateur qui quitte la société, de modifier ses identifiants et mots de passe et bien sûr de nous demander à ce que le compte d'accès soit supprimé pour éviter tout problème. Voilà. Merci, à bientôt, M. Daubès. Donc le tableau de bord dans l'interface d'administration qui vous permet vraiment de synthétiser, de voir en un seul coup d'œil l'état des machines. Donc là, on a sur la partie basse, c'est-à-dire qu'on a mis en place un code couleur qui permet vraiment de voir quelles sont les sauvegardes qui sont à jour et celles qui ne sont pas à jour. Également de pouvoir gérer les dépassements. Voilà. Et donc tout à l'heure, je vous parlais des logs. Les logs sont notamment disponibles ici, dans le menu donc, qui se trouve à gauche de votre écran et qui permet donc de visualiser ce qui se passe au cours d'une sauvegarde. Les contrats enregistrés dans un espace, donc généralement donc, par contrat pour la réception des alertes mail, des notifications, il y a une adresse mail qui est spécifiée. Donc là, bien sûr, le but est de pouvoir identifier les personnes qui sont autorisées à pouvoir réceptionner les informations sur les sauvegardes et de les changer lorsqu'il y a besoin et que les personnes ne font plus partie de la société. Voilà. La présentation est à présent terminée. Donc là, vous trouverez mes coordonnées. N'hésitez pas à me solliciter pour toute question, si vous souhaitez encore via le chat. Ou sinon, on peut également voir en parallèle par téléphone ou par mail. Vous m'envoyez les éléments donc, sur mon adresse, donc sur stéphanie@kiwi-backup.com. Et donc à ce moment-là, je vous ferai parvenir les informations. Alors, demande de votre collègue, quel est votre rapport avec Terra? Si vous êtes chez OVH, ah bah c'est tout simple, ce sont vraiment deux choses qui sont vraiment très très distinctes. OVH aujourd'hui est l'hébergeur donc de nos solutions de sauvegarde, tout aussi bien que données classiques que données de santé. Et Terra Computer, en fait, est notre fournisseur en serveur. C'est-à-dire que on propose, donc aujourd'hui, Kiwi propose la commercialisation de la solution de sauvegarde sous différentes formes, soit directement en externalisé sur notre plateforme,
soit sur des serveurs dédiés qui sont également hébergés chez OVH, ou sinon, on a également des demandes de clients qui souhaitent eux-mêmes héberger les serveurs. Et à ce moment-là, eh ben, on a notre partenaire Terra Computer à qui on commande et chez lequel on s'approvisionne pour les serveurs dédiés qui sont hébergés chez les clients. Voilà. Donc on est bien d'accord que OVH, oui, c'est l'hébergeur de la solution, des solutions Kiwi Online marque blanche. Et ensuite, pour les solutions Kiwi Pro que les clients souhaitent héberger eux-mêmes, on peut leur fournir un serveur dédié pour vraiment avoir une appliance. Voilà. Donc je vous propose, si vous avez encore des questions, je suis à votre disposition. N'hésitez pas à nous solliciter. Je sais que le sujet du RGPD est vraiment un sujet qui est très délicat. Donc Céline est à votre disposition pour répondre au maximum de questions. Puis après, bien sûr, comme elle a dit précédemment, elle n'est pas juriste non plus, donc nous, on pourra vous répondre jusqu'à un certain point. Et après, on se tournera vers l'avocate qui nous a renseigné pour avoir des précisions. Voilà. Donc je vous propose de clore ce webinaire. N'hésitez pas donc à revenir vers nous pour toute question. Je vous remercie pour cette présence, pour votre participation, pardon, excusez-moi. Et donc je vous dis à très bientôt par téléphone, par mail ou en contact direct. Merci à vous et très bon après-midi. À bientôt, au revoir.